Chapitre 1127. Enfin le power-up du Monster Trio et une nouvelle ellipse sur Elbaf. Et si Elbaf, la terre des géants, était aussi le lieu du futur et ultime entraînement des Mugiwara avant la guerre finale de One Piece. L'apparition du Monster Trio à la fin de ce chapitre, combinant leur puissance pour vaincre un seul monstre d'Elbaf, est la preuve que cette contrée est parfaite pour les préparer. Par contre, moi, ce qui me fait penser depuis le début, enfin, je veux dire, les gros monstres, etc., où tout le monde galère à les battre, ça me fait penser à l'ellipse. Quand Riley et Luffy s'entraînent, Luffy s'entraîne à se battre contre des monstres pour pouvoir se battre contre des ennemis plus forts après. Est-ce que l'équipage, il va pas y avoir un espèce d'ellipse, un truc comme ça? Ah bah, c'est vraiment ce qui est écrit là en plus. Mais est-ce qu'il va pas y avoir une espèce d'ellipse pour pouvoir battre les futurs antagonistes? Puisque s'ils galèrent à battre des animaux, d'Elbaf, comment vont-ils battre l'antagoniste, le roi d'Elbaf, le père de Loki, selon ma théorie? Il va forcément y avoir besoin de... Enfin, il faudra forcément s'entraîner pour pouvoir battre plus fort des ennemis plus forts, quoi. Aux affrontements les plus importants qui les attendent, ceux contre Et des ennemis qui sont habitués à ces animaux-là, surtout. les Gorosei, les bêtes démoniaques du gouvernement. Préparez-vous à découvrir cette théorie, mais aussi la review entière de ce chapitre dans cette nouvelle vidéo. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Elbaf se dévoile enfin, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle aventure avec vous. Mais dites-moi, combien de chapitres durera l'arc d'Elbaf? Pensez-vous que ce sera un arc court comme Zou, moyen comme Egghead ou long comme Wano Kuni? Commencez à faire vos estimations, c'est le moment parfait pour ça. Oda a été très conciliant cette semaine et n'a pas fait durer le suspense de la fin du chapitre 1126 plus longtemps. Aujourd'hui, nous retrouvons à nouveau Nami après s'être réveillé dans cette mystérieuse salle composée Moi, je pense qu'il sera comme Wano en termes de longueur. partie d'Elbaf qui nous est enfin révélée. Je vais brièvement vous résumer ce nouveau chapitre en quelques phrases et nous pourrons l'analyser tout juste après. Alors le chapitre commence sur Elbaf, prouvant bel et bien que les Mugiwara disparus ont été ramenés sur l'île des géants. Si le mystère reste encore entier cette semaine sur qui a bien pu commettre cet acte, nous voyons pour la première fois depuis très longtemps de nouveaux géants dans un nouveau village constitué de bâtiments exclusivement faits en Lego. Ça, c'est un vrai kiff qu'Oda s'est fait, lui qui adore tant les environnements colorés et décalés mélangeant réalité, amusement et fiction, c'est son paradis. Bref, un feu s'est déclaré dans une forêt et risque d'endommager l'arbre d'Yggdrasil. Enfin, nous avons la confirmation que cet arbre géant trônant au milieu de l'île était bel et bien l'Yggdrasil. Encore une fois, ce n'est pas une véritable surprise, ça fait des années qu'on l'avait annoncé, qu'on l'avait théorisé, mais ça n'en reste pas moins une très bonne chose, puisque l'arbre d'Yggdrasil est littéralement un pilier dans les mythes nordiques, mais on en reparlera un petit peu après. Qui dit géant, dit aussi écosystème titanesque, et nous pouvons alors découvrir la faune sauvage d'Elbaf, absolument monstrueuse comme on pouvait s'y attendre, avec des abeilles géantes tombant du ciel, semblant attaquées par quelqu'un ou quelque chose. Et en parlant de ça, nous retrouvons Nami dans le château de Big Stain, une nouvelle construction entièrement faite de Lego, attaquant ces mêmes abeilles géantes. Elle ne sait pas où elle se trouve, son dernier souvenir est qu'elle était sur le navire des géants, et cherche désespérément de l'aide en appelant Luffy, Zoro, Sanji et même Usopp. Comble de l'ironie, elle ne sait pas que ces quatre-là ont eux aussi disparu en même temps qu'elle. Elle va tout de même vite s'apercevoir qu'elle n'est pas seule, puisque la plus mauvaise des compagnies arrive, notre cher Usopp. Et si j'espère encore tous les jours que l'arc d'Elbaf soit un tournant de fou pour lui permettant de devenir un véritable guerrier, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Tous deux se retrouvent pourchassés par des animaux géants et en profitent pour retracer les événements les ayant menés à littéralement perdre l'esprit, jusqu'à ce que l'absinthe leur revienne en mémoire. Le géant a bel et bien dit que la consommation de cet alcool pouvait provoquer des hallucinations. Alors tout ce qu'ils vivent actuellement n'est qu'hallucination. Est-ce que c'est une hallucination ou non? Voilà, j'en sais pas. N'est-ce pas? Eh bien, vu les dégâts subis par Usopp face au chat géant, on a au moins la confirmation que non, ce n'est pas une hallucination. Après, est-ce qu'on est dans l'hallucination de Nami ou celle où on a juste vraiment débarqué dans Elbaf? Voilà.
Mais nous sommes sur la bonne piste. L'absinthe a inévitablement eu un rôle à jouer dans leur blackout. Malheureusement, nous n'aurons pas les détails supplémentaires aujourd'hui. Alors que le chat, s'étant au passage transformé en lion, s'apprête à attaquer de toute sa force Nami et Usopp qui sont sans défense, Luffy, Zoro et Sanji viennent à leur secours et dans une scène absolument épique, viennent à bout de la créature. Le Monster Trio apparaît enfin dans leur magnifique tenue d'Elbaf, clôturant ce chapitre 1127 de One Piece. Ok, bon, les grandes lignes sont là. Maintenant, nous arrivons à mon moment préféré de la vidéo, puisque on va piocher les petits sujets les plus intéressants par-ci par-là, et on va les analyser et en faire des théories, messieurs, dames. Des bonnes grosses théories, on mange que ça ici. Si avant cela, vous souhaitez m'aider, alors n'oubliez pas que le plus simple et le plus rapide des moyens est de laisser un like à cette vidéo. Ça vous prend vraiment 2 secondes et ça m'aide à être mieux référencé. Et c'est du bonus, mais également, si vous voulez commencer cet arc d'Elbaf dans des très bonnes conditions, moi je vous invite à aller checker la dernière vidéo de Nina, qui passe presque 40 minutes à vous expliquer comment l'intégralité de cet arc va se dérouler, et pas mal de choses se sont déjà avérées vraies dans ces 2 derniers chapitres. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Merci à tous encore une fois. L'Yggdrasil, cet arbre mentionné dans Elbaf est, comme vous devez le savoir, un vrai monument de la mythologie nordique de par son caractère magique et exceptionnel. Si je dois vous expliquer ce qu'est l'Yggdrasil très brièvement, c'est un arbre cosmique reliant les 9 mondes de l'univers de la mythologie nordique. Aussi appelé l'arbre-monde, les 9 royaumes qu'il contient sont ceux des dieux, des elfes et des hommes, ou même encore des nains et bien sûr des géants. Il y a aussi le royaume des morts ou celui du feu. En bref, cet arbre représente leur univers dans sa globalité, dont les racines s'étendent vers des sources d'eau magiques. Ce n'est pas sans mentionner les animaux, un aigle, un dragon, un écureuil, des cerfs, il est peuplé de créatures magiques, mais ceux que je viens de vous citer sont les principaux. Alors ok, c'est cool, mais vous devez vous demander à quoi servent les infos que je vous balance là comme ça. Eh bien, c'est pour vous faire réaliser qu'Oda, sur Elbaf, et rien que sur cet arbre trônant au milieu de l'île, pourrait s'inspirer de tout ce que je viens de vous citer. Par exemple, je pense qu'Elbaf va nous introduire plusieurs types de géants, plusieurs communautés de géants, voire même des histoires sur les géants tels que Oz. Si j'en suis convaincu, c'est déjà par l'immensité de l'île qui n'est nullement similaire aux autres, mais aussi car de ce qu'on a pu voir d'Elbaf jusqu'à présent, aucun lieu ne se ressemble. Il y a le village d'Elbaf, dans lequel vivaient la plupart des géants connus à ce jour, comme Aerudine et Gerd. Pas seulement, nous apprenons qu'il existe un palais royal à Elbaf, où Loki a vu le jour et est localisé encore plus loin que le village. Et puis lorsque Shanks est apparu sur l'île, une taverne isolée de tout se trouvait sur la côte. Aujourd'hui encore, un nouveau village est dévoilé, celui se trouvant près du château de Big Stein en Lego. Il est donc totalement possible que chacune de ces localisations soit énormément espacée l'une de l'autre, allant même jusqu'à demander plusieurs jours ou plusieurs heures de marche à nos Mugiwara pour voyager à travers Elbaf, sauf si un cours d'eau traverse l'île permettant aux Sunny d'y naviguer plus facilement. Pour revenir à mes précédentes paroles, ce nombre si vaste de villages et de groupes différents de géants pourrait introduire par exemple des conflits entre certaines communautés de géants, que certains villages se fassent la guerre ou bien encore que chaque groupe de géants représente une nation scandinave nordique avec sa propre culture norvégienne, suédoise, danoise, finlandaise ou islandaise. Regardez, par exemple, Dory et Broggy seraient de la communauté islandaise parce qu'ils ont rapporté du Hakarl à Luffy qui est une spécialité d'Islande. En bref, de par la taille colossale de cette île, de par les villages tous espacés les uns des autres ainsi que par le mythe des 9 royaumes d'Yggdrasil, eh bien j'ai le sentiment que tous les géants d'Elbaf ne seraient pas forcément les mêmes, ne s'entendraient pas de la même manière et que chaque tribu ait sa propre histoire. Pour reparler brièvement du château de Big Stein, il n'est pas facile de trouver une explication à pourquoi tout est fait en foutu Lego. Alors j'ai quand même une théorie, je pense qu'elle a vraiment 2% de se réaliser, mais ce lieu full Lego serait en réalité l'ancien village qui fut détruit par Big Mom dans son enfance. Un des géants, peut-être Loki, avec un fruit du démon capable de créer des structures en plastique, ou même des objets de son imagination, aurait changé le bois pour des Lego afin de ne plus revivre la même tragédie qu'avec Big Mom. Rien ne peut brûler, pas d'incendie, et si un bâtiment est détruit, il suffit juste de le remonter en réimbriquant les pièces. Voilà. Avouez que c'est quand même tentant comme théorie, même s'il y a vraiment, je le répète, que 2% qu'elle s'avère vraie. Bon, et pour un petit peu plus de concret, si on se concentre sur le nom de Stein, qui est normalement censé être celui du château, eh bien on trouve plusieurs choses. Stein est par exemple le mot allemand pour pierre, donnant ainsi littéralement le grand château de pierre. Ça peut également être un nom de famille ou le nom d'une commune, signifiant donc que le village introduit au début serait le village de Stein et que le château serait donc celui de ce même village. Ultimement, ça peut signifier une grande chope de bière en faïence, mais bon, je pense qu'on s'éloigne un peu
de ce qui serait adaptable dans One Piece. Donc en résumé, ce château Pourquoi se pas, trouverait dans la commune de Stein ou appartiendrait à la famille de Stein. Si on reste dans l'esprit un petit peu enfantin qu'Oda veut nous faire sentir, avec l'omniprésence de l'ego un peu partout et qu'on veut vraiment pousser la théorie au plus loin, il se pourrait également que l'on ne soit que dans l'ère de jeu d'un enfant, voire même dans son propre monde, C'est à ça. lui, toujours grâce à une sorte de fruit du démon. Ce qu'on voit ne serait pas le vrai Elbaf, mais un Elbaf imaginaire de l'enfant qui aurait nommé ce château en château de pierre, alors que bon, c'est un putain de château en Lego. Ce délire de Mugiwara projeté dans un monde imaginaire pourrait aussi expliquer la présence d'un chat géant avec une couronne qui se met subitement à se transformer en lion, n'importe quoi. Et si vous avez du mal à comprendre, pour expliquer ça avec des mots simples, est-ce que ça vous est déjà arrivé en étant gamin de volontairement tout surinterpréter pour en faire un univers de fantasy, comme Usopp quand il jouait avec ses 3 amis, imaginant qu'un pauvre chien était Cerbère, le gardien des enfers, ou qu'un petit lézard se transformait en immense dragon. Eh bien voilà, c'est ça qui se passerait pour les Mugiwara actuellement ayant disparu, qui affrontent un chat se transformant d'un coup en lion, sauf que tout ça viendrait donc potentiellement d'un fruit du démon d'un des habitants d'Elbaf. Encore une fois, c'est vraiment de la théorie. Je trouve ça dommage qu'à chaque fois, on rapporte tout au fruit du démon. Genre, ouais, ça en devient une excuse carrément. Mais juste pourquoi ce ne serait juste pas le monde d'Elbaf qui est comme ça. Mais par contre, ouais, je suis comme lui, je pense que ce n'est pas... genre, Elbaf ne ressemble pas à ça, mais c'est juste... on est juste dans la chambre d'un enfant, ce sont les jouets d'un enfant. Le château d'un enfant, comme des Lego, etc. Enfin, ce ne sont pas des vraies maisons. Qui théorise dur, hein, vu le peu d'éléments qu'on a pour le moment, Oda pourra très facilement débunk tout ça au prochain chapitre. Mais bon, écoutez, comme d'habitude, moi je vous propose les théories qui me semblent le plus probables dans l'instant T et que j'affectionne aussi le plus lorsque je lis le chapitre. On verra bien si j'ai eu raison ou non. D'ailleurs, on va très bientôt parler de Loki et vous verrez que cette hypothèse n'est pas si conne, mais avant ça, concluons cette partie de l'environnement d'Elbaf. Comme je vous l'ai fait comprendre, l'Yggdrasil sera, tout comme dans les mythes nordiques, le centre primordial de cet arc. Ces multiples mondes et royaumes seront très probablement adaptés par Oda en différents villages, voire différents palais royaux, faisant d'Elbaf une île avec plusieurs princes et plusieurs rois se battant pour le trône ultime. Si on peut aisément penser que cette île de guerriers représente l'invincibilité à l'état pur, il faut quand même garder à l'esprit que dans la mythologie nordique, l'apocalypse finale, le Ragnarok, représente la mort de quasiment tous les dieux et tous les géants. C'est l'une des fins du monde les plus connues, tout mythe confondu, et Oda pourrait totalement l'introduire sur Elbaf, ou du moins commencer à la mettre en place, mais là encore on en parlera un tout petit peu plus tard et vous verrez à quel point ça peut parfaitement coïncider avec l'apparition d'une nouvelle ellipse dans One Piece. Et même j'irai plus loin, ça fera carrément l'objet d'une vidéo à part entière, d'une théorie à part entière qui sortira dans les prochaines semaines. Voilà. Putain, ça tease, hein, ça tease. Bon, très bien, même si j'ai pas mal parlé de Loki dans les dernières reviews, j'ai quelques petites choses à vous mentionner suite à ce nouveau chapitre. Soyons tout de suite clairs et honnêtes, Loki est trop chiant. Il est chiant dans le sens où, si Oda s'inspire vraiment du dieu Loki, il a une liste de pouvoirs longue comme le bras, une histoire qui fera de lui un petit peu un gentil mais aussi beaucoup un méchant. Enfin bref, c'est compliqué de savoir sur quel pied danser avec ce genre de perso. Un truc qui m'a vraiment intéressé dans ce chapitre, c'est ce foutu chat qui se transforme en lion. Alors ok, One Piece c'est giga extravagant, hein. Il y a des animaux de toute taille, de toute forme, il existe même des chimères, des hybrides de différentes espèces, et même des singes épéistes. Ok, ça choque plus personne. Mais un chat qui se transforme en lion, ça reste quand même chelou, même pour One Piece, d'où la raison pour laquelle je commence à penser que tout n'était qu'une illusion. Et bien justement, le dieu Loki, il est pro dans l'art de l'illusion, et de la métamorphose, au point où il s'est déjà transformé en différents animaux pour mener à bien ses objectifs. Du coup, Est-ce qu'on serait dans la chambre de Loki ? Ah voilà, non, c'est la théorie de trop là, tu vois. vous aurez bien compris que ma question est la suivante. Et si ce chat, lion, était Loki, ou du moins lié à Loki d'une certaine manière, et que ce soit lui qui lui ait permis cette métamorphose? Bon, si c'est vraiment Loki par contre, l'arc commence très mal, vu qu'il a probablement frôlé la mort à cause du Monster Trio. Surtout que le chat a été couronné, exactement comme Loki qui porte une couronne en tant que prince. Oui, c'est pas bête, il y a vraiment un truc, la couronne y ressemble énormément en plus. Mais bon, voilà, je ne voulais pas parler que de ce Loki quand je commençais à théoriser. Salut sur SCP-196. Quand Dory et Brogy ont débarqué sur Egghead, je disais que le prince d'Elbaf n'était peut-être non pas inspiré de Loki, le frère de Thor, mais de... c'est pas parce qu'il y a une couronne sur deux personnages que les deux sont forcément liés. On a vu ça plusieurs fois dans One Piece.
Utgard Loki. Ça va bien, un merci. géant du froid emprisonné dans une grotte, pieds et poings liés. Enfin, ça, c'est dans le geste des Danois, l'un des témoignages majeurs de la mythologie nordique. Dans l'Edda de Snorri, un autre ouvrage encore plus important de la littérature médiévale norroise, Utgard Loki était totalement libre, mais surtout très spécial. En effet, ce dernier va mettre à l'épreuve 3 personnages, dont Thor et son frère, le vrai Loki pour le coup, dans une série d'épreuves, et globalement, malgré leur statut de divinité, aucun ne réussira les épreuves car elles sont toutes impossibles à surmonter à cause des illusions et des ruses d'Utgard Loki. Bref, c'est juste là où je voulais en venir. Dans l'une de ces épreuves, Utgard Loki dit à Thor de boire tout le contenu d'une corne, mais Thor ne sait pas que cette corne est connectée à l'océan, et donc qu'il est impossible de la vider. Dans une autre épreuve, Utgard Loki demande à Thor de soulever son chat. Ce dernier n'arrive qu'à lui lever une seule patte, sans savoir que ce chat était en réalité le Jormungand, le serpent qui encercle le monde. En gros, ce Utgard Loki met à l'épreuve ses visiteurs dans des défis qui ne sont que des illusions, rendant impossible une quelconque victoire. Et encore une fois, ça m'a fait penser à ce nouveau... Il y a une couronne sur Big Mom et sur les créateurs du vidéo. Dans sa monété, sa daronne, c'est Big Mom. Je t'avoue, j'ai pas compris. Je suis désolé, hein. Chapitre qui révèle un chat qui n'est non pas le Jormungand mais en fait un lion et une boisson qu'ils ont bu pouvant créer des hallucinations comme la boisson bue par Thor qui n'était qu'une illusion. Voilà, donc c'est une autre facette de l'histoire d'Utgard Loki que je n'avais pas mentionné il y a plusieurs mois, préférant me concentrer sur la possible captivité de Loki et donc du besoin qu'aura Luffy de le libérer de ses chaînes. C'est tout, hein. J'espère que cette partie vous aura plu, j'ai hâte de voir Loki, mais maintenant on va passer vraiment au très gros de la review. Vraiment. En effet, cette partie pourrait limite être une vidéo théorie à part entière. Elle ne concerne pas ce chapitre directement, mais plutôt la sensation que m'a donné le Monster Trio. Moi, il y a un truc que je pense, est-ce que j'hallucine ou pas?